Bonjour, je m'appelle Benoît Chieux et je suis le réalisateur de Sirocco et le Royaume des courants d'air. Malheureusement, c'est une moyenne qu'on retrouve assez régulièrement. Sur un premier long métrage, les difficultés sont nombreuses entre le financement, l'écriture, la mise en place de l'équipe de travail, etc. Donc, alors 10 ans, c'est pas tout à fait 10 ans, parce qu'en fait, c'est jamais 10 ans en continu. Entre-temps, j'ai fait des courts-métrages, etc. Donc il n'y a pas, c'est pas véritablement 10 ans. Ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai commencé les premières images de ce projet en 2014. Et ensuite, il y a eu un temps de maturation, de recherche de financement qui a été long. Et on a commencé la fabrication en septembre 2021 et la fabrication s'est faite rapidement en fait. On a presque 1 an et demi de fabrication, ce qui est très court pour un long métrage. Donc en fait, il y a une espèce d'exercice en 2 temps, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de temps d'attente, de développement assez long comme ça, où on ne sait pas trop ce qui va se passer, on se demande même si le film va pouvoir se faire, etc. Heureusement, la collaboration avec Ron Diance s'est très bien passée. Il a toujours été très très motivé par le projet. Il a fait ce qu'il fallait pour que le film puisse se monter. Et ce deuxième temps de fabrication, où tout d'un coup on donne un coup de départ comme ça. Et puis là, il faut partir au galop, quoi. Il faut aller tout très très vite. Tout paraît fou, quoi. Une espèce de raz-de-marée dans lequel on se fait complètement engloutir. Donc voilà, c'est assez étonnant de vivre cette expérience en 2 temps. Il y a Hayao Miyazaki, il y a Moebius et Nicole Clavlou. J'aurais pu en citer d'autres, hein. Je pense à beaucoup d'autres en fait. C'est pas du tout une liste. Après, ça ne pourrait pas non plus faire des génériques délirants, mais ces 3 personnes ont en commun à la fois de faire du dessin, un mode d'expression auquel moi je suis très attaché, et aussi tous les 3 sont capables de créer un voire plusieurs mondes très personnels, très forts aussi. Quand on regarde n'importe quel de ces 3 artistes, voilà, ils sont très très forts. Je pense à d'autres personnes comme j'aurais pu citer Claude Ponty, des illustrateurs de cet ordre-là, ou des cinéastes comme Paul Grimaud. Enfin voilà, il y en a plein. Et puis même aujourd'hui, on voit dans les jeunes auteurs, pareil, des personnalités très fortes. Mais il y avait cette idée dans le point de départ de ce projet d'essayer en tout cas de créer un monde crédible, complètement imaginaire. Donc ça, c'était vraiment un enjeu qui me tenait à cœur. Et paradoxalement, même si on voit beaucoup de films d'animation de plus en plus, en tout cas en France, je trouve pas beaucoup de films avec des imaginaires personnels, comment dire, des mondes imaginaires personnels très forts. Il y a des grands films, il y a des grands réalisateurs, beaucoup. Franchement, on est dans une période très créative. Mais en tout cas, cette dimension-là, je la vois pas tellement. Et donc je me suis dit, bah, si personne ne le fait, je vais le faire moi-même. Probablement, comme je suis enseignant, j'essaye en tout cas de réfléchir à comment certains réalisateurs ont fait pour faire leur film. Et donc je me pose des questions. Ça, c'est vrai que je me pose des questions. Quand je regarde un film, j'essaye de savoir quels moyens ils ont employés pour arriver à faire que ça marche, quoi, qu'on ait envie de regarder ce film, qu'on y croit, etc. Et donc il y a des méthodes. Ils ont des trucs. Chaque réalisateur a ses trucs. Chez les très grands réalisateurs, les trucs ils sont difficiles à voir parce qu'ils ont une grande maturité et donc il y a tellement de complexité dans leur choix que parfois c'est vertigineux et on se dit mais comment on peut arriver à un tel niveau de maîtrise, à tel niveau. Mais en tout cas, chacun a ses trucs. Voilà. Et c'est toujours intéressant de voir quels sont les trucs de Miyazaki, les trucs de Moebius, les trucs de Nicole Clavlou. Et quand on passe un peu de temps, quoi, beaucoup de temps, il faut passer du temps pour essayer de comprendre comment ça marche. Mais des fois, on voit le truc qu'il y a derrière, quoi.
Et donc voilà, après, une fois qu'on a compris un peu quels étaient, en tout cas à certains niveaux, je ne peux pas prétendre avoir compris ces œuvres-là, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais en tout cas, certaines approches, en tout cas, moi je suis passionné par cette idée d'une mise en scène spatiale, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Dans le cinéma japonais en général, cette dimension elle est très présente et ils ont des façons de faire. Ils ont des façons de faire, ils ont une façon de placer leur caméra qui est très spécifique. Ils font très attention par exemple à où se situe la ligne d'horizon. Elle est jamais toujours au centre du cadre. La façon dont ils font aussi le montage, tout ça, ça s'analyse. Et en fait, une fois qu'on comprend un peu mieux comment ça fonctionne, et qu'on met en œuvre ces techniques-là, ça marche quoi. Voilà. On fait du motion tout simplement. Ce qui moi me motivait, c'était dans le dessin, c'était d'arriver à faire quelque chose de très simple. On a d'abord dessiné, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout d'intention de couleur au préalable quand on a fait la première partie, ce qu'on appelle le layout, c'est-à-dire qu'on met au propre tout le storyboard. Il y avait purement un enjeu de dessin, c'est de la ligne claire à la Tintin, c'est-à-dire qu'on a un crayon sans aucun effet, c'est-à-dire que c'est vraiment le crayon le plus neutre possible, on a une page blanche, et après c'est un jeu de lignes, c'est-à-dire qu'il y a un jeu comme ça où très spontanément, quand on dessine, on s'aperçoit qu'il y a des lignes qui s'imposent d'elles-mêmes, on évite par exemple les entrecroisements pour éviter de faire des images trop chargées, etc. Et donc il y avait cette première étape de travail d'épurer comme ça le plus possible le dessin pour qu'il soit le plus lisible possible. Donc il y a eu tout le layout a été fait comme ça. Et ensuite il y a le deuxième temps c'était la couleur et donc il a fallu remplir toutes ces zones. Et j'avais choisi dès le départ moi de ne faire aucune ombre propre et aucune ombre portée. Donc ce ne sont que des aplats. Le seul effet spécial qu'il y a d'autorisé dans ce film, c'était le dégradé. Parce que le dégradé permettait quand même d'amener de la lumière et de la profondeur. Donc c'est le seul artifice qui existe dans les décors. Mais sinon, il n'y a que des aplats. Et donc après, c'est juste un jeu, comment dire, d'harmonie colorée et d'espace pour essayer de trouver un équilibre pour qu'au final, un décor, un personnage dans un décor, là aussi soit le plus lisible possible et le plus beau, si ça veut dire quelque chose, plus harmonieux. Et donc voilà, c'était un travail d'équilibre. J'aurais du mal à conceptualiser ce que j'ai fait. En fait, c'était vraiment très intuitif, quoi, le travail de la couleur et du dessin. On peut créer un cinéma immersif. Et c'est même, d'une certaine manière, le propre du cinéma. C'est-à-dire que c'est le langage cinématographique, c'est ça. C'est-à-dire que quand on est au théâtre, on est assis dans son siège, on regarde ce qu'il y a devant nous. Au cinéma, c'est pas ça qui se passe. On est assis dans un siège, mais on n'a pas le sentiment de regarder ce qu'il y a devant nous si le film a une mise en scène spatiale. Au contraire, on a le sentiment d'être dans quelque chose. C'est très immersif le langage cinématographique quand il est spatialisé. Et donc voilà, j'ai fait ça, c'est-à-dire que à force de multiplier les angles de vue de la caméra, au bout d'un moment, le spectateur, il a l'impression qu'il est entouré d'un univers. Voilà. Et donc le sentiment du vent, le sentiment du feu, tout ça, le sentiment de l'eau, tout ça prend des proportions beaucoup plus fortes parce que le spectateur a l'impression d'être dans un élément. Et ça se fait aussi avec le son, évidemment, parce que le son est très immersif. Et on a eu j'ai eu la chance de travailler avec Durval Koïgalas, qui est un très bon créateur sonore, vraiment, et qui a fait un travail extraordinaire. Et lui aussi, il a fait ce travail de spatialisation, de recherche de sons comme ça pour identifier des sons très spécifiques, parce que vous n'avez peut-être pas fait attention à ces détails, mais Sirocco, il a un son à lui, le cerf-volant a un son à lui, la tempête, elle a un son à elle. Donc comme ça, il fallait identifier les différents personnages de façon sonore. Et le vent, c'est quelque chose qu'on ne peut pas sonoriser facilement, donc il fallait inventer vraiment, il fallait inventer cette dimension-là. Et donc il y a eu un énorme travail de création sonore pour tous ces aspects du vent. Et après, au mixage, la magie du cinéma, c'est aussi le son 5.1,
C'est-à-dire qu'on peut faire circuler comme ça des informations dans toute la salle, c'est-à-dire que le son il peut venir là, partir à gauche, à droite, derrière, etc. Et c'est très perceptible dans la scène des murmures au milieu du film, parce que là il y a vraiment ce sentiment que les sons traversent la salle, s'entrecroisent, etc. Et ça c'est la magie du son 5.0. Alors le travail de la musique, évidemment, Pablo Pico, il a fait un travail extraordinaire, hein, c'est évident. Il y avait cette envie dès le départ de faire une musique orchestrale, ce qui n'est pas simple, parce que d'une part ça coûte cher, c'est difficile à écrire, et puis pour certains il y a un côté presque, parfois c'est bizarre quand je vais dire ça, mais c'est vrai, il y a ce mouvement de dire oui, il y a quelque chose d'un peu ringard dans l'idée de créer des thèmes musicaux. Mais nous, pas du tout, on était vraiment à fond là-dedans, on sait ce que je voulais. Et Pablo aussi, il avait envie de faire ça. Et donc, il y a eu ce travail d'écriture. Alors, ce qui est très agréable avec Pablo Pico, c'est que c'est quelqu'un qui réfléchit à l'histoire. C'est pas simplement quelqu'un qui écrit de la belle musique, c'est quelqu'un qui raconte une histoire avec la musique. Donc, on s'est posé des questions de narration. Là aussi, comme Kurval a pu le faire avec la création sonore, d'associer des sons à des personnages. À un autre niveau, Pablo, il s'est posé la question de qu'est-ce que voulait dire la musique à tel endroit dans le film, etc. Donc on a comme ça défini des thèmes musicaux principaux qui définissaient un peu des grandes trames narratives. Donc ça a permis de structurer l'histoire. Un des aspects aussi très importants, c'est que si tout le monde entend la musique, c'est qu'il y a aussi il y a la place pour ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de films aujourd'hui où il y a de la musique, mais en fait quand on sort du film, on ne l'a pas entendu, tout simplement. Il y a un musicien qui a travaillé, mais on ne sait pas où est la musique. Tout simplement pas parce qu'elle est mal écrite, c'est parce qu'elle n'a pas sa place, en fait, elle n'est pas mise en avant. Avec Sirocco, il y a eu vraiment un travail entre Kurval et Pablo pour que chacun ne se marche pas sur les pieds. C'est-à-dire que quand on avait du son, on avait du son. Quand on avait de la musique, on avait de la musique. Et dans le film, il y a des passages musicaux où il n'y a aucun autre son que la musique. Et donc, du coup, on l'entend. Donc, tout simplement, les gens disent c'est une super belle musique, mais je pense que c'est vrai que Pablo a fait un travail, mais aussi on lui a donné la place pour qu'on puisse l'entendre. La scène de l'opéra, alors évidemment, c'était une scène très délicate parce que c'est, comment dire, dans ce genre de scène-là, on est obligé de caler l'animation sur la musique. Donc, il fallait qu'on. Alors, il y avait un storyboard qui était très précis. Moi j'avais dit dès le départ, on va enregistrer la musique et on retouchera le storyboard une fois que la musique sera terminée. Et donc c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on avait défini un timing, etc. On avait un découpage déjà très précis, mais Pablo, quand il a écrit ce morceau, ce que moi j'ai adoré, c'est qu'il s'est donné la possibilité de faire de l'improvisation. Et c'est là qu'intervient le travail de Celia Kameni, qui est une chanteuse de jazz. Il ne se connaissait pas du tout avec Pablo, il avait repéré son travail comme ça au préalable. Donc c'est la première fois qu'ils se rencontraient. Et en une matinée, j'étais sidéré de voir à quel point Pablo avait à la fois préparé son coup, c'est-à-dire qu'il avait écrit une trame, une composition musicale qui tenait très bien la route, mais aussi la capacité de cette chanteuse Celia d'improviser sur cette composition avec des chants qui étaient évidemment pas du tout écrits. Et donc il y a dans cette scène, ce qui est saisissant, c'est qu'on l'entend. C'est-à-dire qu'on entend cette improvisation, cette liberté de la parole et du chant, quoi. Et moi j'ai adoré ça, j'ai trouvé ça super. Et après on a fait un travail évidemment de re-storyboardage, c'est-à-dire qu'on a réassemblé la mise en scène pour que cette scène-là soit la plus fluide possible. Voilà. Et bien là aussi c'était une super collaboration. Moi j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait avec Alain on se connaît depuis très très longtemps. On vient tous les deux de l'école Émile Cole. On a commencé à travailler ensemble dans le studio Folle Image. Donc on se connaît depuis très longtemps. Et je connais très bien son travail. Alors Alain, il a un univers qui vient plutôt du polar et qui peut être parfois très noir. Et j'avais un peu de réticence quand il m'a dit écoute, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble, ça serait intéressant de voir ce que ça peut donner, etc. Moi je me disais quand même, est-ce que cet univers noir va coller avec ce que j'ai envie de faire? Moi je voulais faire un film coloré, joyeux, etc.
Et en fait, pas du tout. Il a été très malin, très à l'écoute. Et ce qui a été très fort, c'est que je pense qu'il a vraiment, justement, comme vous le dites, il a réussi à intégrer cette dimension à la fois très humaine et très universelle dans le récit, avec des thèmes très forts, hein, comme le décès, qui est quand même un thème assez lourd à porter dans un projet comme celui-ci, et qui, moi, me faisait peur. Je me disais, est-ce que c'est pas un peu trop quand même de faire ça? Et puis finalement, voilà, je pense que l'univers graphique, plus c'est vraiment complété avec cette trame narrative, où justement, comme il y avait toutes ces couleurs, quelque part cette joie aussi dans la mise en scène, ce côté vivant, finalement, même le thème parfois un peu lourd proposé par l'histoire marchait avec ce graphisme. L'aventure, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie jamais.